Tout annonçait alors l'arrière-saison, les plages presque désertes et la douceur confuse de septembre. Une étrange torpeur l'avait envahi. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent ce qu'ils appelaient Désespoir, de Frédéric Berthet. Nouvelle extraite du recueil Les meilleures nouvelles françaises du XXe siècle, publié par les éditions Rue Saint-Ambroise en octobre 2022. Lecture, Julien Boiniche. Musique, Charlie Nelson. Puis Raphaël se retrouva sans transition. Il avait d'abord traversé une prairie vide balayée par le vent lorsque des chevaux s'étaient approchés de lui. Il était monté sur l'un d'eux, avait gravi une colline. En contrebas, quelques personnes marchaient en file indienne sur une petite route courbée contre le vent. Il eut envie de pleurer et n'arriva pas à les appeler. Il se sentit gelé et les vit s'éloigner sous le ciel bas et plombé. Puis le cheval repartit en galopant très lentement. Lui-même s'allongea dans l'herbe humide. Sans transition, se retrouva dans un hôtel de station balnéaire. Un vieil hôtel dont il traversa le hall. Il gravit l'immense escalier et suivit un long couloir au parquet ciré, croisa une soubrette en noir et blanc qui chuchota quelque chose qu'il ne comprit pas. La porte d'une chambre était ouverte, qu'il reconnut être la sienne. Tout annonçait alors l'arrière-saison, les plages presque désertes et la douceur confuse de septembre. Une étrange torpeur l'avait envahi. Il entendait les départs se succéder dans l'ordre, au rythme des portières claquées. Le soleil encore chaud tombait comme une neige sur le lit où il s'était étendu. Puis il dictait une lettre qu'il écrivait lui-même. « Nous n'irons guère au-delà de la fin de la semaine. Ensuite, nous descendrons plus loin dans le sud. » On l'appela de la capitale pour lui apprendre l'imminence du conflit. Il percevait, en arrière-plan de la voix, une rumeur de machines, les cliquetis d'une salle de rédaction, des ordres lancés à la hâte et un grondement plus sourd qui était continu. « D'ici à 1 heure au plus, » disait la voix avec précipitation, comme si elle voulait se cacher de quelqu'un, « plusieurs missiles viendraient détruire cette région du monde. L'alerte à la population serait donnée sur toutes les ondes d'ici à une dizaine de minutes. » L'ami qui l'appelait lui dit encore que cette communication était secrète, car il n'avait pas le droit de devancer l'annonce officielle. Lui-même tenterait de rester sur place, au quartier général du centre d'observation, jusqu'au dernier moment. Après quoi, il descendrait au fond de la terre, en laissant les machines fonctionner toutes seules jusqu'à leur destruction. Il ajouta que Raphaël devait gagner au plus vite l'abri de la ville et profiter de cette infime avance pour ne pas être pris dans la panique. Il raccrocha aussitôt, après avoir souhaité le revoir plus tard s'il n'était pas mort. Et Raphaël respira profondément, allongé sur le dos, les membres détendus et la tête penchée sur l'oreiller. Une femme qui l'aurait vu dormir, réveillée par l'un de ces silences particuliers qu'elles entendent la nuit lorsqu'elles dorment dans un lit encore étranger, aurait pensé qu'il dormait calmement, aurait souri de sa respiration régulière, et le devinant dans la pénombre aussi tranquille, aussi comblée, cette femme lui aurait alors effleuré les cheveux, se serait retournée apaisée, aurait enfoui son visage dans les draps parfumés, et se serait finalement à son tour endormi. Il raccrocha, et un sentiment violent, qui n'était pas la peur, mais tout de même urgent, le précipita littéralement hors de sa chambre. Il dévala l'escalier et arriva hors d'haleine dans la chambre qu'occupait, quelques étages plus bas, sa plus jeune sœur, qui n'eut pas l'air surpris de le voir surgir ainsi, les cheveux en désordre. « Maude !» lui cria-t-il. « Il faut me croire, c'est la guerre. Beaucoup de choses auront disparu dans moins d'1 heure et les missiles vont quitter leur base. Dépêche-toi, je t'en prie !» ajouta-t-il en essayant de reprendre sa respiration. Puis il eut l'impression désastreuse de n'être pas tout à fait arrivé à bien résumer la situation. Elle le considéra, hocha la tête et affirma qu'elle le croyait. « Alors réunis quelques affaires, l'essentiel. Il ne faut pas perdre 1 minute, je repasse te prendre dans 1 seconde. Fais vite, Maude, vite !» Puis il remonta l'escalier 4 à 4 et revint dans sa chambre, sans avoir eu aucun mal à la retrouver.
Son cœur cognait dans sa poitrine, et il commençait d'être baigné de sueur. Il ouvrit vivement l'armoire à glace, où il prit un pantalon blanc qui sortait du pressing et 3 paires de chaussettes blanches de tennis. Jugeant alors avoir réuni tout ce qui pouvait être de première nécessité, il redescendit en courant l'escalier et retourna chez Maud. Elle faisait couler son bain. « Maud, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle! Pas compris? Guerre! Très vite! » Oh non! Raphaël sentit qu'il avait de plus en plus de mal à parler. Une nausée le secouait. Maud le regardait bizarrement, comme si elle s'apercevait qu'il n'était pas dans son état normal. « Je sais, dit-elle en haussant les épaules, mais calme-toi, je prends juste un bain très vite, j'en ai pour 1 minute, je ne peux pas sortir comme ça. » À cet instant, il se sentit horriblement mal et il chancela, se rattrapant d'une main contre le mur. Il se liquéfiait sur place. « Mon Dieu !» pensa-t-il, sentant venir la syncope. « Elle l'a peut-être pas bien compris, je me suis mal exprimé tout à l'heure, ou bien elle est complètement folle. »« Maud !» murmura-t-il d'une voix devenue très faible, déformée, qui ajouta à son malaise. « Que fais-tu? Tu n'as pas compris? Dans minutes, trop tard, et... » Il n'arrivait plus du tout à parler. Ses forces l'abandonnaient. « Je pourrais à peine la convaincre de ne pas prendre son bain, » se dit-il presque inconscient, à moitié écroulé sur le sol, cherchant de l'air pour respirer. « Ce n'est pas le moment de t'évanouir. » Puis ils se retrouvèrent tous deux à courir dans les jardins de l'hôtel, et il espérait simplement, sans rien dire, qu'il ne serait peut-être pas trop tard. Ils avaient dépassé des hommes et des femmes qui portaient des lampes et des valises, et progressaient avec maladresse. Ils trébuchaient dans le gravier au bord des pelouses. Il lui cria qu'il connaissait un raccourci, et, sans qu'il sût pourquoi, lui fit traverser le casino, qui semblait désaffecté depuis plusieurs années. Des housses couvraient les tables de jeu, mais dans une pièce adjacente, une assemblée nombreuse s'était réunie. On entendait le brouhaha des cocktails et le cristal des verres entrechoqués. Il fuyait maintenant, l'entraînant par la main. Il crut s'être perdu lorsqu'ils arrivèrent dans une rue déserte. Puis il se pencha en avant et ils furent sur l'esplanade. Une foule considérable y attendait déjà, devant l'entrée d'un bunker souterrain. La place était noire de monde, mais silencieuse. Il hésita à s'avancer. Du premier coup d'œil, il avait compris qu'il n'aurait jamais le temps d'entrer. La file d'attente obéissait à d'étranges règles que des soldats armés avaient ordre de garantir. Elle ressemblait à une sorte de longue farandole arrêtée, ou qui du moins progressait pas à pas vers l'entrée, décrivant sur l'esplanade des figures compliquées, une guirlande de boucles et de rondes, et tous devaient se tenir par la main comme à l'occasion d'une fête infiniment ralentie. Il s'était rapproché. « Nous sommes perdus », songea-t-il. À l'instant, quelqu'un qui le connaissait passa auprès de lui, au hasard d'une boucle, et il lui chuchota qu'en certains points, par l'effet d'accélérations imprévues, la chaîne se rompait parfois pour se refermer presque aussitôt. Il s'agissait alors simplement de prendre la main qui se tendait dans le vide et de rejoindre le rang. Les risques étaient minimes, sinon celui de rester perpétuellement en dehors. Raphaël se pencha vers Maud et lui expliqua ce qu'ils allaient faire. Elle acquiesça sans s'émouvoir. Aussitôt, il entrevit qu'à proximité de l'entrée, dans la bousculade, car dès la barrière passée, les gens s'élançaient avec une force et une terreur insoupçonnables, cette entrée dont il n'était pas si éloigné, à vol d'oiseau, en raison des entrelacs et des retours de fil, la chaîne s'était interrompue sur quelques mètres. L'occasion était unique. Sinon, entraîné par le mouvement de cette boucle, la manœuvre deviendrait à jamais impossible. Il pressa la main de Maud et s'élança. Une fois arrivé devant l'entrée, il saisit la main libre qui se présentait à lui et sentit qu'une autre main l'avait agrippé à son tour. Il se retourna pour lui sourire et constata que Maud avait disparu. De l'autre côté de la barrière, dont il approchait irrésistiblement, un escalier de planches, monté sur un échafaudage, menait jusqu'à une plateforme. De là, une passerelle redescendait vers l'entrée de l'abri souterrain. Il hésita à passer la barrière. Puis, songeant que du haut de cette plateforme, il pourrait mieux retrouver Maud, il gravit les quelques marches, bousculé par les réfugiés qui se hâtaient vers le gigantesque bunker, dévalaient en glissant, parfois en tombant la pente sur une 30aine de mètres. Debout, il resta sur la plateforme, cherchant Maud du regard. Peut-être était-elle déjà entrée. Alors les sirènes se mirent à hurler, avec une telle violence qu'il porta ses mains à ses oreilles. Leur bruit seul aurait suffi à le jeter à terre, dans des souffrances qui devaient peut-être annoncer celles dont ils étaient menacés. Le ciel s'était teinté de couleurs inexplicables.
C'était comme une aurore exagérée qui se levait à l'horizon dans une invraisemblable profusion de jaune, de bleu, de rose et de mauve. De loin en loin, des petits cônes sombres et rougeoyants signalaient les destructions préliminaires. Comme si le ciel n'était plus que la carte du monde, son reflet définitif où l'ennemi mortel plantait ses drapeaux pour y figurer sa progression. Il vit les lourdes portes de l'abri se refermer lentement. On lui faisait des signes de la main pour lui dire de se hâter. Il se retourna vers l'esplanade. Les milliers de gens s'étaient couchés, face contre terre. Peut-être était-il déjà mort. Il comprit qu'il ne serait pas question pour lui de regagner l'abri dans l'incertitude de savoir si Maud s'y trouvait ou non. Ce doute aurait suffi à le faire rester sur la plateforme. Il n'aurait pas supporté de lui survivre depuis qu'il s'en était senti responsable. Cependant, il y avait autre chose, comme si en ces derniers instants, l'accomplissement de ses devoirs s'accordait de manière presque miraculeuse à l'exaucement de ses désirs. Il était toujours appuyé contre la balustrade, mais au cœur même de son rêve, la conscience lui parvenait de cette coïncidence. Il se vit rire silencieusement, et ses tympans lui étaient en même temps douloureux, dans le grondement atroce qu'il guettait au-delà des toits. Raphaël franchit ce seuil étrange qui sépare deux mondes dont aucun n'a de nom. Il le franchit sans effort, ouvrit peut-être les yeux une fraction de seconde, constata aussi bien le calme de la chambre que, lorsqu'il referma les yeux, le bruit empirant de la fin ultime, et sourit dans son sommeil, aussi silencieusement qu'il souriait au même instant face à l'aspect dernier et théâtral du monde. Au cours des dernières secondes, de son rêve, de sa conscience dans le rêve, de sa mémoire, de son éveil et de nouveau son sommeil, un instant inextricablement mêlé, il ouvrit les yeux, fut réveillé par ce qu'il ne pouvait penser en rêvant, pensa à Maud, se sentit étranger aux morts et aux abris, se rejeta en arrière, fut repris par la scène. Il était difficile de savoir où il se trouvait à cet instant. Et à cet instant précis, il pensa « ce qu'ils étaient idiots tout de même ». La personne qui pensait cela était indiscernable. Elle était pliée de douleur, penchée contre une balustrade, héroïque mais satisfaite de toute autre chose, endormie ou éveillée, ou reprenant à peine son souffle. Un être qui se souvient en même temps qu'il hausse les épaules, qui repense à sa vie passée, à ses sautes d'humeur, à l'individu peu compréhensible qu'il avait été, à cette sorte de rigueur qui gouvernait jusqu'à ses abattements, qui ne ressentait aucune exaltation pourtant à voir le ciel traversé de traits argentés qui souffleraient instantanément leur destruction à rebours. Un être qui avait tellement peu cru au monde qu'il ne croirait pas davantage en sa fin, pourvu que la solitude de son point de vue ne nuise à personne. « Ah !» murmura encore cet être indistinct, calmement endormi dans son corps, plié en deux contre une balustrade d'acier. Ils ne se rendront donc jamais compte. Le fracas devint terrible. La nappe s'étendait comme un gaz. La lumière des réverbères rayait le plafond. Quoi ? Seulement un mouvement des lèvres. Eh oui, c'est cela qu'ils appelaient désespoir. Raphaël dormait toujours profondément. Vers 5 heures, la ville est calme. Il bougea légèrement un bras.